Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, bonjour tous et à toutes. Je suis une dame guinéenne, femme Sossou, Guinée-Conakry. J'ai écouté l'une de vos vidéos, histoire empoisonnement mystique. Il y a une dame qui a raconté ça sur votre YouTube. Donc je me suis rappelé de mon cas aussi, qui est un peu similaire à cette histoire. Donc j'aimerais raconter mon propre histoire personnelle. Quand j'étais très jeune, j'étais âgée de 11 à 12 ans. Je suis allée en vacances chez ma tante à Kamsar. C'est une ville de Guinée-Conakry, vers Basse-Côte. Donc quand je suis allée là-bas, il y a mon oncle là-bas. Lui travaille avec les génies. Comme il travaille avec les génies, il a donné ses yeux à les génies. Les génies lui ont donné plus de pouvoir. Quand vous voyez ses yeux, si tu n'es pas sûr de toi, tu vas piquer une crise. Parce que ses yeux ressemblent à une dame, la vieille sorcière qui jouait le rôle de Chaka Zulu. Là. Voilà. Donc quand je suis allée là-bas, il a dit, ma fille, je voulais vous donner quelque chose qui est très important. J'ai dit, mon oncle, qu'est-ce que c'est? Et puis il me dit que je voulais vous demander d'abord avant de vous donner. J'ai dit, c'est quoi mon oncle? Il dit, je voulais vous donner anti-poison. J'ai dit, ok mon oncle. Comme on était tous petits, on était tous venus pendant les vacances, c'est là-bas. Moi, je vais avec beaucoup d'enfants différents. Donc on est parti se retrouver là-bas. Il a fait le médicament, ils nous ont donné. Dit ça là. Quand vous buvez n'importe quel poison, si tu ne vomis pas, tu vas forcément faire sortir. Même c'est des envoûtements. Si c'est passé par ta bouche en tout cas, tu as avalé, forcé, tu vas forcer, forcément tu vas le faire sortir. Tu veux ou tu veux pas. Ça va te faire mal, mais il faut que ça sorte. Il dit d'accord oncle. Donc il m'a donné le médicament là. Nous tous on a bu, tous les enfants qui étaient là-bas. Après plusieurs années, je me suis mariée. Je suis venue habiter avec mon mari mon mari était déjà marié avec sa première femme. Donc je suis venue, je suis restée avec eux. On était là-bas, il n'y avait pas trop d'entente, tout ça là. Mais la dame a voyagé, elle a laissé ses enfants avec moi. Je me suis tellement occupée de ses enfants que quand elle est revenue, elle a vu, elle a aimé. Déjà, derrière cette gentillesse-là, il y avait quelque chose de louche. Avec tout ça là, je me méfiais. Bon, elle est venue le jeudi. Le dimanche, elle a préparé le taux. Le taux, c'est poudre de manioc qu'on mélange avec poudre de maïs pour faire le taux. Avec la sauce d'arachide, avec beaucoup de poisson dedans. Comme elle sait que j'aime ça, elle a fait. Madame a mis quelque chose dedans. Dimanche matin, très tôt, moi-même, j'ai fini de faire ma prière de Fajr, 5 h du matin, comme je suis musulmane. Je me lève, je viens voir dans la cuisine chez moi, ma petite nièce qui était là-bas, elle dit, petite maman, ta rivale est venue te donner le taux. Je dis, qu'est-ce qui se passe, me donner tout le taux? Donc je suis allée là-bas, je dis, ma grande, tu m'as envoyé tôt là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle dit, non, comme j'ai fait tôt pour moi, je voulais te donner le taux. Je dis, si c'est comme ça, on devrait manger ensemble. Elle dit, non, il faut manger, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi aussi, j'ai pris le taux, j'ai mangé. C'était ma première nourriture même, ce jour-là. Dès que moi, j'ai pris le taux, j'ai pris 2 cuillerées de taux. Mon ventre m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je transpire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à parler. Les enfants qui étaient avec moi, tous ont commencé à avoir peur. J'ai dit, n'aie pas peur, parce que ce que j'ai mangé, tant que je ne fais pas sortir, je ne peux pas me retrouver.
Mon mari est venu, dit, mais il y a quoi? Il voulait que je l'accompagne. Bon, je ne voulais pas lui montrer que ce que sa femme m'a préparé, m'a donné, parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de tension entre moi et mon mari. Donc, ça fait que j'avais peur de dire quoi que ce soit et puis ça va retourner contre moi. Donc, je me suis maîtrisée, aller faire l'effort pour monter dans la voiture. Mais DMG, douleur que j'ai eue, même dans mes accouchements de mes enfants, je n'ai pas eu de douleur là. J'ai souffert toute la journée. J'essaye de vomir, je ne peux pas. Donc, j'ai en train de lutter pour la voie pour que je puisse aller à la selle. Voilà, moi, je suis dans la voiture maintenant. Mon mari m'a envoyé dans un coin pour que je puisse l'aider à payer les cadeaux de l'anniversaire de la fille de ma rivale. Donc, quand je suis revenue, j'ai dit de 7 heures jusqu'à 16 heures, je souffre de douleur. Après, j'ai appelé chez moi maintenant. Quand j'ai appelé chez moi, après j'ai parlé de l'histoire là à ma soeur. Je dis, voilà, je souffre. Je dis, mais tu sais qu'on t'a donné poison. Ça là, c'est du poison. Heureusement, l'oncle nous a tous donné les médicaments anti-poison. Ça là, tant que tu n'as pas fait sortir, tu ne peux pas te retrouver. Et je me suis rappelé de ça, ça m'a un peu apaisé. Après maintenant, quand je suis rentrée à la maison, j'ai bu beaucoup de l'eau. Et puis je suis allée à la selle, je me suis retrouvée comme si rien n'était. Et puis elle vient le soir, elle dit, ah, tout va bien, ça va chez toi? Je dis, oui, je vais bien, il n'y a pas de problème. Avec ça, ça ne l'a pas suffi. Hein. Le dimanche qui a suivi, madame m'a allé préparer encore, même tôt, elle est venue me donner. Bon, je me suis dit, comme elle a fait là, ça n'a pas marché. Peut-être cette fois-ci, elle ne va pas faire. J'ai pris DMG, j'ai pris une seule cuillerée. Cette fois-ci, ce n'est pas 2 cuillerées, hein. J'ai pris une seule cuillerée. Quand j'ai mangé, sur place, j'ai vomi. Ce qui est sorti dans mon ventre là, c'était du noir. Ça sentait des œufs pourris. Quand j'ai vomi noir, vert, sombre comme ça, j'ai vomi. Après, j'ai appelé les filles qui travaillent pour moi. Je leur ai dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris la nourriture, j'ai jeté au WC. J'ai tiré la chasse. Les filles, on a nettoyé là-bas. J'ai dit, Dieu merci, je suis allée, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis retrouvée et Dieu a fait que mon oncle m'a donné anti-poison. Je ne sais pas comment je remercie le monsieur là. Chaque prière je fais d'haut pour lui pour ça. Une troisième dimanche, elle a préparé, même toi encore. Quand elle a fait le tour, j'ai dit, ah, cette fois-ci, moi, je ne vais pas manger. Donc, il y a ma nièce qui elle a dit, ah, tante, il faut laisser, moi, je vais manger. Peut-être comme c'est à ton nom, là, c'est pourquoi ça te fait mal. Je te jure, DMG, la petite a mangé tout le tour, là, elle n'a pas eu de problème. Toute la journée, j'étais inquiète. J'ai dit, enfant des gens. Elle dit, il ne faut pas t'en faire. Si je n'ai rien mangé, c'est la seule nourriture que j'ai mangée là. Si quelque chose ne se passe, je vais dire que c'est elle. Parce que tu n'as pas touché à la nourriture là. Donc, c'est là maintenant, je suis que c'était quelque chose qui était prévu pour moi. Mais Dieu n'a pas voulu que ça me touche. Et j'ai remercié beaucoup Dieu de me faire, de m'avoir donné un oncle qui m'a pu donner anti-poison. Jusqu'aujourd'hui, DMG, quand je vais quelque part, ou bien même manger qui n'est pas bon là, ou bien il y a quelque chose dedans, même les boissons, même de l'eau, quand je bois, il faut que je retourne. Ça ne va pas. Donc, quand je suis allée en Guinée, j'ai cherché la même chose. Je suis venue donner à mes enfants. Même à les enfants de mon chauffeur. Un jour, lui aussi, il allait manger quelque chose. Il a vomi. J'ai dit, l'empoisonnement, là, ça n'existe pas seulement dans les autres pays. Ça y est partout. La sorcellerie, elle existe. Elle était venue sur un but de son voyage et elle avait l'intention de peut-être pour me nuire ou bien me donner quelque chose qui allait gâter tout ce qui était dans mon corps. Jusqu'à mon jour va arriver. C'est pour dire à la communauté de faire, la morale de cette histoire, de faire très attention. C'est ma rivale. À faire des rivalités, il n'y a pas de sentiment là-bas. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité dans sa vie. Et je ne souhaite pas mon pire ennemi non plus. Donc, c'est quelque chose, peut-être elle avait les mauvaises intentions. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu. Je ne suis pas comme elle parce que je n'ai jamais souhaité les trucs conneries comme ça sur elle.
Que Dieu veille sur nous tous et puis qu'il protège toute notre famille et qu'il veille sur toi aussi, DMG. Avec tout ce que tu fais là, vraiment ton concept là nous aide beaucoup. Ça m'a rappelé, j'ai des histoires mais j'oublie. Et j'ai peur de monter aussi en direct. J'ai tellement d'histoires, même actuellement là, j'ai beaucoup d'histoires, mais je ne sais pas comment je vais parler. Donc c'était ça, la communauté DMG. Et partagez, likez et commentez. Merci dans les commentaires. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Coucou, bonjour la famille DMG, j'espère que ça va, tout le monde se porte bien. Ok, moi je me porte bien, moi je suis nouvelle dans la famille, j'espère que tous on est ensemble. En fait, j'aimerais partager une petite histoire avec vous qui m'était racontée à un de mon oncle qui est guérisseur, qui fait les produits tradition pour les gens, tout ça là. Un jour, je me sentais pas bien et mon père m'avait amené chez lui pour un petit truc comme ça. Et c'est là qu'il me fait savoir que ma fille, il y a une histoire que je vais te raconter, mais ça concerne à toi aussi tes manières et ça est sur tes pas. Donc, il faut savoir marcher. Il dit, ok. Elle me dit, vraiment, il y a deux choses que je vais t'interdire et je vais te l'interdire totalement, totalement. Il y a des choses rouges, les habits, c'était tout ce qui est rouge. Faut pas que ça monte sur ton corps. Les habits noirs, tout, les trucs rouges. Tu peux porter complet tout. Tu portes des chaussures noires, on porte des chaussures noires, pas de problème. On peut tresser les noirs, pas de problème. Mais habillons noir de tête jusqu'au pied, c'est pas bon pour toi. Et de rouge, de même au rouge aussi, c'est pas bon pour toi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème là. Et là, j'ai accepté. Il me dit, c'est là que mon père me dit, mon père lui demande, non, mais pourquoi tu dis ça à ma fille? Et d'ailleurs, même moi-même, je l'ai interdit de porter les trucs rouges dans notre famille. On ne porte pas ça, des trucs rouges, mais des fois on porte les noirs. C'est là, il dit, ouais, pourquoi elle me dit ça qu'un jour, lui, elle a croisé une demoiselle en rentrant de l'aéroport. Elle a croisé une demoiselle qui a porté toute rouge. Et puis lui, il a dit, ah ma chérie, t'es belle, t'es ravissante, t'as une bonne étoile. Ne laisse pas les méchantes personnes peut t'atteindre avec facilement de moyens comme ça. La fille a dit, pourquoi monsieur? Mais il a dit, non, ce que tu as porté comme ça de tête jusqu'aux pieds, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé comme ça. En fait, moi je comprends pas le français bien comme ça parce que moi je suis togolaise, mais togolaise nigérienne comme ça. Mon père est nigérien, ma mère est togolaise, donc je suis née au Togo, mais je suis au Nigeria actuellement. Donc c'est là que le monsieur l'explique que tout ce qui t'est apporté sur toi, ça apporte le malheur aux gens. C'est pas bon pour toi ni ta santé et tout ça là. Elle avait tressé les mèches longues de rouge et puis c'était le jour des Saint-Valentin, tu vois. C'était le jour des Saint-Valentin aussi. Donc le monsieur l'avait croisé vers le matin comme ça, tu vois, vers le matin comme ça. Donc c'est là qu'elle me fait savoir que elle avait fait les tresses rouges, les chaussures, l'habillement, tout ce qui est sur lui est rouge, même le boucle d'oreille rouge. C'est là que j'ai dit, waouh, c'est catastrophe. Là, le monsieur lui dit et le monsieur est parti. Mon oncle, là, c'est lui qui l'a dit ça et lui, il est parti. Parce que lui, il était en voyage, donc il est rentré à l'aéroport et il a trouvé la fille à l'entrée. Tu vois, c'est comme s'il était accompagné à quelqu'un, comme on dit, c'est pas, mais c'était le jour des Saint-Valentin. Donc, le monsieur est parti. Donc, le jour-là, la fille en question, je sais pas comment ça s'est passé. La soirée, ils étaient sortis avec ses copines, tout ça là. Elle a trouvé un monsieur. Genre, quand tu vois le monsieur, toi-même, tu vas tomber dans le filet. Waouh! Le monsieur était tellement mignon, tout ça là là là.
Donc, quand il a vu comme ça, il a commencé à se trembler, tout ça, nanani, nanana. Mais comme c'était le jour de son jour, le monsieur s'est approché de lui et le monsieur l'a dit, ah, demoiselle, genre de dragage, tout ça, là. Il a dragué la fille. Quand il a dragué la fille, ils se sont un peu de trucs dont c'est pas trop là. Et le gars a pris la fille, je sais pas comment ça s'est passé, et tout ça, là, nanana. Le gars a pris la fille, ils sont partis à l'hôtel. Et ils ont fait leur acte des grands là, tu vois. Ils ont s'amusé, fait les trucs comme ça. Donc, en réveillant le matin 6 heures, la fille se retrouve, bizarrement, la fille se retrouve sur un tombeau, au cimetière, sur un tombeau, couchée. Ah, elle s'est réveillée comme ça, elle a commencé à crier, à se déshabiller, à sauter de gauche à droite, tout ça, là. Et les gens, ils étaient étonnés. Elle a couru, sorti dans le cimetière comme ça. Et les gens l'ont attrapée. Je sais pas comment. Elle avait un tatouage sur lui comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de filles qui font les tatouages, ils écrivent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Une personne va faire tatouage, écrit son numéro, comment dire. C'est pas trop comme ça. Donc, on a localisé ses parents. On a pris la fille. Actuellement que je te parle, la fille est devenue folle. Tu vois, elle est devenue folle. Donc, on a pris, ils se sont baladés des endroits pour guérison, tout ça là, mais ça va pas. Jusqu'à un jour, ils se sont tombés sur une personne. Elle a dit, ah, moi j'ai un ami qui est fort, qui peut vous aider. Je vais vous envoyer là-bas. Et en ce temps, mon oncle là, il était revenu de ce voyage. Il était au pays à Lomé, quelque part, on appelle Séville comme ça. Il était à Séville là. Donc c'est là que on a envoyé la fille. Ils ont pris la fille. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés en même temps, l'oncle a vu la fille. Il a dit, ah, mais toi, je t'avais prévenir. Et c'est là, il a commencé ses médicaments, tout ça là. Le monsieur en question qui est décédé, l'esprit en question qui est sorti, et puis se sont changés de trucs avec la fille. Le monsieur en question est sorti, a dit, mon oncle, que toi, tu me laisses tranquille parce que la fille là, elle est déjà à moi. C'est là l'oncle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a fait toutes ces manières, elle n'a pas pu, jusqu'à ça va devenir le problème pour lui-même. Elle a laissé la fille avec ses parents, ils ont pris leurs filles, ils sont partis. En arrivant là-bas, la personne qui les a montrés pour venir chez mon oncle, elle a dit non, 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 non. La personne que moi je vous envoie, il peut faire ça. Mais s'il a refusé, c'est à cause de quelque chose. Donc la personne même est revenue, elle a supplié mon oncle, pardon, faut les aider, c'est la fille de mon ami, tout ça, nanani, nanana. Et l'oncle a accepté, vraiment, c'était une bataille que je ne sais même pas comment ça s'est fini. Ils se sont bataillés tellement forcés et il a pu enlever ces esprits-là sur la fille. Et actuellement, la fille est en bonne santé, elle est revenue à elle-même. Actuellement que je te parle, c'est pas l'histoire, c'est passé 2021 comme ça. Je vais oublier c'est 2022, c'est pas trop comme ça, parce que l'oncle m'a dit ça en 2022 là, qui est passé. Elle me dit actuellement la fille qui est là, elle veut même pas entendre le nom de Saint-Valentin dans ses oreilles. Quand le jour de Saint-Valentin arrive, elle va à l'église. Maman, désolée, hein. Elle va à l'église, elle va aller rester à l'église le jour de Saint-Valentin. Depuis le jour là, même, je sais pas, un truc, une assiette rouge comme ça, elle touche pas. Vraiment, je te jure. Donc, c'est pour sensibiliser et dire à mes soeurs et mes frères, vraiment, pour éviter la mort, ou bien, vraiment, c'est de la mort ça, pour éviter les problèmes dans la vie. Il faut que nous-mêmes, on commence à éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on dit bien. Ah, bah, moi, je comprends pas le français bien. Éviter beaucoup de choses. Les habits rouges. Tu peux porter quelque chose de rouge, mais pas tout ton corps de tête jusqu'au pied. Vraiment, c'est mal. Donc, c'est juste ma petite histoire. Donc, je salue toute la famille.
vraiment, je suis votre émission. Banalement, ça fait 3 mois et j'aime ça bien. Et moi-même, j'ai plein d'histoires à mystique pour vous raconter. Là, à la prochainement. Bye. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Comme je disais, tout a commencé en 2021. On était un groupe, donc on avait notre groupe là. On était dans notre groupe à 3. On était dans notre groupe à 3. On travaillait avec nos téléphones pour avoir l'argent et tout. Et à un niveau, ça ne donnait plus. Il y a des gens qui nous ont... Donc on a entendu que, bon, il y a un papa à Fombot qui fait les remèdes pour que tout ce qu'on entreprend marche. C'est alors comme ça qu'on s'est rendu à Fombot pour rencontrer le papa en question. Quand nous sommes arrivés là-bas, la première fois que nous sommes arrivés, il nous a lavé, il nous a demandé. Donc, c'était un bain de purification. Il nous a lavé, il nous a demandé de repartir et revenir. Avec chacun, nous sommes au nombre de 3. Chacun une poule et le riz ordinaire. Nous sommes partis, quand nous sommes revenus avec le riz, il a préparé le riz, donc chacun a apporté son riz. Il a préparé le riz de chaque personne dans sa marmite. Quand le riz a cuit, il a ramassé, il a versé par terre, la poule a picoré. Après ça, il nous a servi chacun dans un plat. Quand tu puises une cuillère du riz, tu manges, c'est comme si c'était un plat de riz ordinaire que tu manges au restaurant. Donc, le plat de riz a été petit dans le plat, mais c'était tellement beaucoup dans le ventre. Quand on a fini de manger, il nous a travaillé. Il nous a demandé de partir, que tout ce qu'on va faire va marcher. Quand nous sommes alors partis, on a fait tout ce qu'on faisait, ça marchait. C'est comme ça que tout a commencé au début, donc tout a commencé à tourner au vinaigre au début d'année 2023. Donc en janvier, quand on était en train d'aller à Kribi, on a fait un accident. On était à 3 dans la voiture. On a fait un accident sur la route de Kribi, donc sur l'axe aidé à Kribi. On a fait un accident. Il y a un de nos amis qui est mort à l'hôpital. Le deuxième est mort tout récemment. Donc dans un matin, on nous a aussi appelé comme ça qu'il est mort dans son sommeil. Maintenant, moi, depuis un moment, je sens les menaces dans la nuit, je ne dors pas. Je ne dors même plus. Je sens les menaces. Quand je ferme l'œil, peu importe à quel moment de la journée ou de la nuit, on me poursuit seulement. Tout ce que j'ai déjà eu à faire. Voilà mes choses qui sont en train de les voitures. Je reste, on vient, on me fait les choses. Tout ce que j'ai eu est en train de partir comme ça. Pour finir, je me retrouve, donc je vois, je suis seulement en train de tourner dans les pertes. Et je ressens que moi où je suis très en danger, je ne dors plus. Rien, je raconte l'histoire comme ça pour que tu postes un peu. Là, on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui sait qui peut m'aider ou bien quelqu'un qui peut m'aider à sortir d'où je suis. Parce que ouais, ça, je regrette tellement ça. Je regrette mon acte. Et où je suis, donc je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je suis persécuté nuit et jour. Donc c'est un peu ça mon histoire que j'ai vécue personnellement. C'est ce que je vis ça. Donc c'est un peu ça. Pardon, n'hésitez pas seulement à partager même le numéro aussi. S'il y a des gens qui peuvent m'écrire pour me dire qui peut m'aider, peu importe où c'est, je me déplace. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la quatrième histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Bonsoir DMG. Merci pour ton émission. En tout cas, ça me donne beaucoup de conseils. L'histoire que je vais raconter m'a été racontée par ma mère. Je viens de la Côte d'Ivoire. C'est elle-même qui a vécu cette histoire personnellement. Donc elle nous disait tantôt
À l'époque, elle était en Doucy. En Doucy, c'est un petit village de la Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Donc, elle vendait au marché, elle vendait de la manioc au marché. Et à côté d'elle, il y avait un monsieur qui vendait des ignames. Donc, elle devait rentrer sur Abidjan le vendredi soir pour venir voir son petit ami. En ce temps, il n'y avait pas trop les téléphones et puis les véhicules n'étaient pas assez. La plupart, c'était les autostops. Et les autostops, ça s'avérait que c'était un peu dangereux. Et à partir d'une certaine heure, on ne pouvait pas faire d'autostop. Donc, le temps de vendre la manioc jusqu'à ce qu'elle va finir, c'était déjà midi. Donc, elle dit, si c'est comme ça, elle ne va plus partir. Quand son voisin à côté qui vendait des ignames savait qu'elle devrait partir sur Abidjan. Donc, elle demande à maman, ah, je pensais que tu devrais partir sur Abidjan aujourd'hui. Elle dit oui, mais avec le temps, je pense que c'est plus la peine parce que j'ai plus envie de faire de l'autostop. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et normalement, moi-même aussi, je dois rentrer sur Abidjan. Si tu veux, on va ensemble. C'est comme ça, elle a dit, il n'y a pas de problème. Midi, 13h, 14h, 15h, elle attend le monsieur, mais le monsieur, il finit pas. Elle se dit, bon, comme elle connaît le monsieur, elle sera en sécurité avec lui. C'est mieux que d'aller faire autostop. 16h, 17h, c'est vers les 18h, mais le monsieur est déjà fini. Il dit, ah, j'ai fini, que allons maintenant. Donc, il prend la vieille, ma maman, c'est-à-dire, et ils vont sur Abidjan. Ils arrivent à Abidjan aux environs de 21h. Pour arriver à Abidjan, il faisait déjà nuit. Donc, il dit, ah, puisque c'est moi, je t'ai retardé, je vais aller t'accompagner où tu vas. Mais avant ça, je dois aller donner quelque chose de l'autre côté là-bas. Elle dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle avait confiance en lui. Donc, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés dans un coin, il faisait tellement sombre. Elle ne connaissait pas le coin, elle ne se retrouvait même pas. Donc, le monsieur lui a dit, ah, faut t'asseoir ici, j'arrive. Elle était assise là. Le monsieur, il est rentré dans une maison. Il a fait plus de 3 heures là-bas. Maintenant, dans la maison, là, il y a les gens qui sortent. Il avait assise là, la maman assise là. Il regarde la maman, il part. Il regarde la maman, il part. Il regarde la maman, il part. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est le monsieur? Mais il est déjà bon, puisque il est déjà 23h. Elle ne sait même pas l'endroit où elle est. Il n'y a pas de véhicule à côté. Elle ne sait pas comment faire pour se retourner. Donc elle a assis là, son cœur commence à battre. En même temps, il y a un monsieur qui est arrivé. Il était habillé, encore habillé. Il est venu, il dit, tu fais quoi ici? Il dit à la maman, tu fais quoi ici? Elle dit non, que je suis venue avec un monsieur qui est rentré, que je l'attends. Elle dit, le monsieur dit, mais tu as de la chance, toi. Tu sais qu'ici, là, on tue les gens. Tu vois le gros trou qui est derrière toi là-bas, là. Tu sais que c'est là-bas où on met les cadavres des gens. Quand on les découpe, on les tue. Que si tu ne veux pas mourir, suis-moi. Elle dit, elle avait très peur. Mais elle s'est dit, il n'y a pas de problème. Elle va suivre l'inconnu. De toute façon, elle meurt ou elle meurt. Donc, elle a suivi l'inconnu. L'inconnu a pris derrière sa moto. Et ils sont partis. Ils sont partis en ville. Il était presque minuit. Donc, l'inconnu a dit, ah, puisque c'est comme ça, il s'est fait déjà tard. Je vais aller dormir chez moi à la maison. Demain matin, je vais te conduire où tu veux partir. Mais avant, allons dans un restaurant, nous allons manger un peu. Parce que je sais que tu n'as pas encore mangé. Puisque la vieille a expliqué l'histoire. Donc ils sont allés dans un restaurant. Arrivés dans un restaurant, dans le restaurant, la femme qui était là-bas, c'était une femme baoulée. Donc quand il a expliqué le problème à la femme baoulée a commencé à parler en baoulé avec ma maman. Ah, tu as eu la chance, on tue les gens là-bas. Mais le monsieur, il t'a sauvé. C'est pas sa première fois. C'est quand la femme baoulée a commencé à parler en baoulé avec ma maman. Elle s'est sentie en confiance. Elle s'est dit, ah, c'est que ce monsieur, il est quelqu'un de bien, il m'a sauvé la vie. Quand ils ont fini de manger, ils sont rentrés chez lui à la maison. Arrivé chez lui à la maison, il y avait sa servante. Il a dit à sa servante, ah, fais-lui une place à côté de toi et montre-lui la douche, elle va se laver, elle va dormir, que demain je vais l'accompagner.
Donc, la servante a fait tout ce que son patron a dit. Il a donné une place, il s'est lavé, tout. Le matin, il s'est levé, ils ont déjeuné. Le monsieur l'a pris derrière sa moto encore. Le monsieur est venu la descendre à la gare pour dire, ah, puisque tu as échappé à la mort là, je préfère que tu rentres au village pour aller expliquer ça aux parents. C'est ça, la vieille a pris la voiture, elle est partie au village pour aller expliquer ça à son papa. Tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté. Donc, c'était le vendredi que ça s'est passé. La vieille est rentrée, c'était le samedi, la vieille est rentrée le dimanche. Donc, le dimanche, puisque c'était le jour d'église, mon grand-père dit, ah, qu'on va laisser aujourd'hui dimanche là. Tu es rentré samedi, on laisse aujourd'hui dimanche. On laisse le dimanche. Le lundi, on ira à Abidjan pour saluer le monsieur, en tout cas pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. C'est ainsi que le lundi, il a pris banane, poulet, manioc, igname, en tout cas tout ce qui était au champ. Il a pris un peu de tout pour aller dire merci au monsieur. Arrivé là-bas, où ma maman a dormi, on tape à la porte, c'est quelqu'un d'autre qui ouvre. Elle dit, ah, que on est venu voir tel monsieur. On dit, non, il n'habite pas là. Elle dit, comment ça? Que hier, le samedi, j'ai dormi ici. On dit, non, que ce que vous dites là, c'est impossible. Que nous, on habite cette maison-là depuis plus de 10 ans. Qu'on ne connaît pas ce que tu dis là, la personne dont tu décris. Et puis samedi, vous n'étiez pas ici. Elle dit, c'est non, je ne crois pas. Que j'étais ici samedi, j'ai dormi ici samedi. Elle a décrit la maison. Que maison là? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La douche est comme ça, la douche est ici, la douche est ici. La cuisine est ici. Que j'ai dormi ici. Effectivement, la maison était pareille. Donc, ils se sont regardés et dit, ah, comment se fait-il que non? Décrire la maison avec elle n'a jamais mis pied. Puisque eux, ils venaient d'arriver. Donc, ils ont appelé les voisins qui étaient là, qui étaient des anciens voisins. Ils ont expliqué, on dit oui, effectivement, qu'il y avait un monsieur qui habitait là, avec sa servante. Que le monsieur, il avait l'habitude de faire souvent les gardes la nuit, parcourir un peu les secteurs pour voir qu'il est en danger. Que c'est dans ça, ils ont tiré sur lui. Mais il est mort, mais il y a très longtemps. Elle dit, mais j'ai passé la nuit ici, le samedi, j'ai dormi ici. On dit non, que c'est impossible. Que tu ne veux pas venir dormir. Tu ne veux pas être ici samedi. Le monsieur il est mort il y a très longtemps. Donc, eux-mêmes, ils étaient déboussolés, ils étaient découragés. Ils ont dit, si c'est comme ça, allons, la vieille dit, allons, je vais te montrer le restaurant dans lequel on a mangé. Là, la femme saura mieux nous dire si vraiment le monsieur il est décédé, il n'est pas décédé. Parce que je ne vais pas comprendre. J'ai dormi ici samedi. Le restaurant dans lequel on a mangé, la femme aussi, elle est bavrée. Donc, ils sont partis dans le restaurant. Arrivé là-bas, à la place du restaurant, c'était un salon de couture qui était là. Un atelier de couture. Ils se sont renseignés, ils ont dit, ah, que non, que ici, là, il y avait un restaurant ici, que samedi, je suis venue ici, il y a mangé ici, dans un restaurant. On dit non, qu'il n'y a pas de restaurant ici. Qu'il y avait un restaurant ici, mais il y a très longtemps. C'est le restaurant qu'on a modifié pour faire notre salon de couture. Et ça a salé là il y a très longtemps que c'est impossible que non. Je sois venu ici samedi pour manger, j'étais déboussolée, découragée. Donc les mails même qu'ils ont envoyés, ils ont donné ça même à quelqu'un, tellement qu'ils étaient découragés. Et elle est rentrée à la maison, elle dit c'est Dieu qui l'a sauvée. C'est Dieu qui l'a sauvée. Un revenant est parti la sauver. En tout cas, c'était la petite histoire qu'elle nous avait racontée. Quand nous a raconté, nous avons eu la chair de poule. Et nous avons su que tout ce qu'on fait, Dieu met sa main dedans. Dieu a toujours sa main dedans. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV.
Donc déjà, merci pour le concept. Likez, commentez, partagez, parce que ce concept aide beaucoup de gens. Et ça évite beaucoup de gens à entrer dans les pratiques vraiment qui ne connaissaient pas, mais à travers ton émission, qu'ils apprennent à savoir que oh, là où je mets les pieds, c'est dangereux. Moi, je viens raconter mon histoire. Mon histoire, j'étais encore petite et j'étais dans la préadolescence, c'est-à-dire que j'étais déjà en mode pubère. Les seins commençaient à sortir et tout. Je sautais déjà les fenêtres et mon papa en a eu marre. Et Dave, Dave, hein, c'est un nom d'emprunt. Dave, tu vas sortir de ma maison. Il m'a averti 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, il me dit, tu sors. Bon, comme j'avais un peu de sous sur moi, j'ai dit, je monte sur Libreville. Sur Libreville, quand même, j'ai des parents. Donc, je contacte mon oncle. Et mon oncle, avant, il vivait avec une dame, père à son âme. Et cette dame n'avait pas fait d'enfant avec lui, mais elle est venue avec un de ses enfants. Elle était grande, sa fille. Et sa fille avait elle avait déjà mis au monde, donc elle avait aussi une fille à elle. Donc, quand je suis arrivée là-bas, coïncidence, je rencontre aussi mon cousin. Bon, ils sont grands, il n'y a pas de souci, ils ont un cadre et tout. Mais quand j'arrive, chose bizarre, je continue en fait à sortir, à aller boire et tout. Mais à la maison, ça n'allait pas. Vraiment, ça n'allait pas. Parce que tout le monde de la maison, en dehors de mon oncle, était ngoziste. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les rites traditionnels. Donc chaque vendredi, se préparait déjà à aller faire vendredi, samedi, dimanche dans le ngosé, lundi partout au travail. Moi, j'étais la seule qui restait à la maison. Donc, ça embêtait la femme de la maison que, nous ici, on a déjà nos habitudes. Tu amènes ta nièce, elle n'est pas dans nos habitudes. Moi, ça me dérange un peu. On est resté comme ça. Voilà, mon grand frère, donc mon cousin, a repris dans le vin, dans la drogue. Vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Voilà comment il trouve encore l'occasion de parler à mon oncle. On était tranquille ici, là. Est-ce que tu as vu ton neveu aller prendre la drogue? Non. Est-ce que tu as vu ton neveu aller boire? Non. Moi, je te dis que c'est l'enfant que tu amènes dans la maison, là. Si on n'en amène pas, on peut faire une consultation. Elle va nous détruire dans la maison, là. Mon oncle dit, comment tu accuses un enfant comme ça, là? Moi-même aussi, quand il vient me parler, il me prend par les sentiments et tout, que, je veux que... Je dis, non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis chrétienne. Moi, je ne connais pas ça. Voilà comment on dort. Quand on dort, j'étais en train de parler avec mon oncle. Dans le rêve, en fait, je fais un rêve, un songe, où je suis en train de parler avec mon oncle et tout. On raconte et tout. Devant un grand feu. Tout à coup, je vois un gros bois qui s'amène. Je dis, Au moment où je vais dire, tonton, regarde le bois qui est devant moi. Lui, il avait là disparu. Je dis, c'est quelle histoire? Quand je me retourne pour voir la feu, je vois le lion derrière moi. Je sens que là, je ne peux pas m'en sortir. Je sens que je ne vais pas m'en sortir. Mais chose étrange, j'avais une machette bien limée dans la main. Une machette vraiment, tu ne peux pas. Bagarre dans la bagarre. Le lion là-bas, quand il rugit, je lance la machette. Non, c'était fort. Mais j'ai réussi à me réveiller. J'avais mal au corps. Mais comment je me réveille? Panique dans la maison. Je descends jusqu'à en étage. Je descends, je dis, c'est comment il y a tout ce bruit-là? La tante est rentrée en transe. Elle avait des traces comme elle était jaune. Elle avait des traces sur elle. Des traces comme si quelqu'un avait bastonné toute la nuit. Elle est rentrée en transe jusqu'au matin. Je vous parle, on s'est réveillé, il était 3 heures. Jusqu'au matin, 6 heures, elle était en transe. Et quand elle est sortie de la transe, elle est pour aller dormir. C'est là où elle a parlé à son mari. Son mari dit, donc, emmenez-la. Donc, elle m'informe que vendredi, je vais t'emmener chez ma mère spirituelle et tout. Donc, il faut te préparer. Comme tout ce temps part dans ce ngosé, tu fais un petit sac. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme j'avais vu dans le rêve que la bataille était forte. Mieux, je pars. Mais là où je suis allée mettre les pieds, DMG.
J'ai failli mourir. Oh non. On arrive. Lui, il est d'abord le coin. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre comme ça là. Tu es tranquille dans ta maison. Tu pars dans un coin là où c'est vraiment délabré. La maison c'est tchikaché, je tombe. Je ne sais pas. Comment les gens arrivent à faire ça? Que ta mère spirituelle qui te donne la vie, qui te donne le bonheur, vit dans une maison tchikaché, je tombe. Et toi, tu veux le bonheur. Je ne comprenais pas. Vraiment, honnêtement, je ne comprenais pas. Voilà comment on était assise dehors. Elle parle avec, puisque c'était une dame benga. Mais, chose de hasard, elle parlait aussi fond. Parce qu'elle est rentrée dans le monde du Ngozi là depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle a appris la langue fond pour pouvoir bien parler avec ses... On va dire ça comment? Ses mères spirituelles. Parce que c'est pas la première dame. Ah! On est comme ça là, on roule. Elle est partie de dire à la femme que voici la fille que je t'ai emmenée. C'est elle là que je veux dompter. Donc tu fais tout ce que tu peux faire. Parce que je t'ai dit en langue. Moi, je suis là naïve, je ne connaissais rien. Mon grand frère me dit que, ah, petite, là où tu as mis les pieds là, j'espère que tu as fait la prière. Parce que moi, je sais que moi, je me suis déjà fait initier. Donc, rien ne peut m'arriver. Mais toi, tu n'es pas initié et tu as la tête ouverte. Je dis que, ah, grand, c'est à cause de toi qu'on m'amène ici. Parce qu'on me fait comprendre que c'est à cause de moi que tu as repris le refrain. Oh, laisse ça, elle est toujours comme ça et tout. Mais comment je vais faire? Dieu merci, il était là. Parce que quelque chose ne pouvait pas m'arriver. Et puis il est là, il va me voir dans la détresse, il va me laisser là. C'est mon grand frère quand même. On est là, on roule. La cérémonie commence et tout. Moi, déjà, ma tête est ouverte. Moi, je me dis que tous ceux qui sont là, ce sont les gens qui viennent pour danser le Ngozi. Ne sachant pas que dans leurs choses là, il y a un instrument qu'on appelle la sitar. La sitar, pour les ngozistes, en tout cas, c'est une statuette en bois avec les cordes qu'on a dressées dessus, que les ngozistes la jouent. Mais moi, j'arrivais à voir les esprits de ces sitars-là. Moi, je ne savais pas que c'était des esprits. Je parlais avec elles. Mais tout le monde était étonné que l'enfant là parle avec qui? Je dis, oh, vous ne voyez pas les femmes là? Elles sont belles d'ailleurs, elles sont même plus belles que vous, parce que les sitars là, c'était des femmes métisses. Vous voyez les femmes, chez les femmes, il y a des femmes qui sont claires, comme des carterons. Elles avaient des yeux bleus, d'autres avaient des yeux marrons, mais c'était belle. Mais quand j'arrivais maintenant, parce que les gens étaient étonnés de me voir parler. Moi, ça m'étonnait qu'eux, ils sont étonnés de me voir parler avec elles, puisque moi, j'étais là-dessus à les voir. Mais eux, pour les voir, il faut qu'ils prennent l'iboga. L'iboga, chez nous, c'est une plante sacrée pour voyager. Mais moi, sans ça, je les voyais. Donc, eux-mêmes, les sitars, sont les esprits qui sont là dans les sitars, se sont dit que moi, j'étais initiée. Parce que j'arrivais à parler avec elles. Je demandais ce qui s'est passé, je demandais les nouvelles et tout. Bon, j'étais comme ça là, entre le machin, de regarder la cérémonie et autres. Voilà comment je vois les gars en train d'aller soulever les statuettes là. Chose étrange, les esprits là étaient à côté de ces sitars là. Ce sont les sitars là qui sont des esprits. Donc j'ai posé la question à haute voix. Voilà comment la mère spirituelle de ma tante l'a dit. Ma tante, celle-là c'est qui? Qu'elle arrive à voir les sitars. Que même nous pour voir ça, il faut d'abord faire les incantations. Celle-là c'est qui? Voilà comment la tante dit, c'est la fille que je t'ai dit que je devais emmener pour que tu travailles sur elle, pour que tu l'enlèves tout ça là, tu me donnes ça. Elle dit, oh, mais trop tard. Ce sont même les esprits, même, je peux dire, qui m'ont sauvé, parce que quand ils ont su ça, les esprits sont venus me bastonner. DMG, la Bastille. Est-ce que vous connaissez la Bastille du genre, on vous tape, comme ça vous avez tapé toute une semaine, on vous tape. Mais ça, c'était en un jour. Les esprits là m'ont tapé, jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. J'ai dormi 2 jours, donc ils ont fini leur Ngozi et tout, ils ont fini. DMG, pour me lever de là-bas, pour arriver rien qu'à la route. Non, DMG, je n'arrivais pas. Dieu merci, ils n'ont pas pu enlever ce que j'avais sur moi. Parce que quand on est rentré, elle a expliqué ça à mon oncle. Et Dieu merci, il y avait mon grand frère qui était là, qui expliquait une autre version. Et à la fin, il m'a fait comprendre que, ta vie là,
Là où tu es là, tu ne peux pas rester. Dev, pardon, je vais un peu donner mon nom. Tu ne peux pas rester ici. Ici, là, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, je vais t'emmener ailleurs. J'ai un de mes frères. Tu vas rester là-bas. Parce que ici, là, tu risqueras de perdre la vie. Je dis, ah, tout ça là, c'est à cause de quoi? Tout ça là, c'est à cause de quoi? J'ai vite fait mes bagages. Illico presto, parce que je te dis, j'ai fait 2 semaines, je n'arrivais pas à bouger le petit, même bras, je n'arrivais pas, parce que la Bastille, non. J'ai même eu la chance d'être en vie. J'ai eu de la chance d'être en vie. DMG, quand je suis quitté de là-bas, jusqu'à présent, parce que moi je te parle des années, on va dire 2010, 2015, 2014. Je te parle en 2022, je n'ai jamais regardé derrière. C'est-à-dire que même appeler pour demander que, ah, tante, est-ce que tu vas bien? Jamais. Parce que j'ai eu la peur de ma vie. Les esprits, dans le monde des esprits, existent pour de vrai. Mais, faut pas tenter. Parce que si tu tentes, tu peux laisser ta vie là-bas. Vraiment. J'ai eu vraiment pour moi. Oh, ça, c'est pas un monde. Ce n'est pas un monde. En tout cas, moi, je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Donc, je te remercie pour le concept. J'espère que tu vas partager ma vidéo pour sensibiliser les gens. Et la morale de mon histoire, je peux dire que vraiment, on n'adhère pas aux choses qu'on ne maîtrise pas. Tant que tu ne maîtrises pas là où tu pars, mieux reste chez toi. Et vraiment, je ne maîtrisais pas ce côté-là. Parce que c'est un côté dangereux. Donc, merci beaucoup DMG. Allez, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de quand est-ce que tu vas publier mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je fais cette note audio pour sensibiliser un petit peu les jeunes filles dans les histoires d'amour. L'histoire d'amour du collège, collège-lycée, on est à fond et tout. Donc de faire très attention parce que c'est pas tous les jeunes garçons qui sont bien. Moi, mon histoire, c'est que je me suis fait marabouter par un jeune de mon âge, pour que je sois à sa merci, que je fasse tout ce qu'il veut, que je lui donne de l'argent, tu vois. Donc voilà, faut vraiment faire attention, les jeunes filles, vraiment faites attention. Alors moi, l'histoire, pour que je mette dans le contexte, mes parents, je viens d'une famille un peu aisée de mon pays. Je ne dirais pas le pays parce que j'ai très peur. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Et j'ai très peur qu'on me reconnaisse parce que mes parents sont très connus dans ce pays-là, qu'on est d'une grande famille aisée. Donc je vais éviter de te dire où je suis actuellement, d'où je viens. Voilà, les histoires de pays là, je vais éviter tout simplement. Donc actuellement je suis en Europe, voilà, et cette histoire elle s'est passée en Afrique centrale. Donc à l'époque, au début j'habitais en Europe chez de la famille. Ensuite j'ai décidé de rejoindre mes parents en Afrique parce que mes parents travaillaient en Afrique. Ils faisaient des allers-retours et tout, mais ils travaillaient en Afrique. Donc j'ai décidé de les rejoindre pour passer quelques années avec eux et tout. Parce que bon, j'avais besoin un peu de me rapprocher de ma mère. Je commençais à devenir une jeune fille. J'avais plein de questions et tout. Donc je voulais un peu être avec ma mère pour qu'on s'accomplisse, tu vois. Donc j'arrive dans ce pays-là et tout. Moi, je viens d'arriver. Je connais personne. Je connais pas grand monde. Je veux m'intégrer. Je veux découvrir du monde. Sortir, etc. avec les amis et tout. Donc une amie me fait rencontrer un garçon. Ah voilà, ce garçon-là, machin, tout ça. Moi, quand je le vois, franchement, il m'intéresse pas du tout. C'est pas mon style, tu vois. C'est pas mon style. Voilà, c'est le petit jeune là, Lascar et tout. Voilà, c'était pas trop mon style. Il n'était pas instruit. Voilà, en plus, c'était vraiment des quartiers défavorisés, bizarres et tout. Franchement, il m'attirait pas plus que ça, mais c'était moi, c'était un ami, c'était un pote, voilà quoi. Et rien de plus quoi. Donc voilà, on commence à se fréquenter un petit peu, un peu. Et au fur et à mesure, bizarrement, étrangement, en fait, du jour au lendemain comme ça, je suis tombée mais red dingue du mec quoi. Vraiment, j'étais complètement folle amoureuse du mec. Pour quelle raison?
Jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui me plaisait chez cette personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, je tombe folle amoureuse du mec et tout. Et au fur et à mesure de la relation avance et tout. Le mec me fait la misère. Il me frappe. Moi, une personne que mes parents m'ont jamais... Mes trois parents m'ont jamais frappé. Il me frappe, le mec, il me frappe avec la ceinture. J'ose rien dire, en fait. J'accepte. Il me trompe avec mes copines, j'accepte. J'avais 15 ans à l'époque, hein, tu vois. À cette époque-là, voilà, dès que le mec commence un peu à te prendre la tête, hop, tu zappes, tu passes à autre chose. À ces âges-là. Mais là, moi, j'étais à fond. Et après vient le truc, en fait. Le mec, il me dit, écoute, toi, tes parents, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voler une grosse somme, on parle en millions, hein, à tes parents, et puis tu vas me donner. J'ai dit, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu veux que je vole des millions à mes parents? Il me dit, non, il faut que tu le fasses. Et là, en fait, à partir du moment où il me regardait dans les yeux et m'imposait de faire quelque chose, directement, il y a un truc qui changeait en moi. Il fallait que je fasse cette chose, coûte que coûte. Donc, je dis, bon, bah, ok, je vais le faire. Je rentre chez moi. Je rentre dans la chambre de mes parents. Hop, je prends les millions qui étaient là. Le lendemain, je vais donner au mec. Il me dit, t'inquiète pas, tu sais quoi, pour pas qu'il y ait le feu à la maison, genre que voilà, que tes parents découvrent ou je sais pas quoi, je vais aller voir un grand à moi dans une ville un peu reculée, là, vous savez, des périphéries, enfin, des trucs un peu loin, là. On va faire un truc avec cet argent et tu verras, il y aura rien du tout à la maison, ils vont même pas se rendre compte que l'argent a disparu. Je me dis, t'es sûr et tout, c'est bizarre. Il me dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et il part. Et effectivement, il n'y a jamais rien eu à propos de cet argent. Donc, comme si en fait, on n'a jamais découvert. Parce que c'est pas comme si. Enfin, parce que c'était la seule enveloppe qui se trouvait là. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait beaucoup. Et puis moi, j'ai pris parmi un lot. C'était. Donc, je pense que quand tu mets des millions quelque part dans une maison, et puis mes parents, c'est des parents modernes, ils ont de l'argent en banque. Cet argent-là, peut-être, devait servir à quelque chose, tu vois. Donc, quand ils ont vu qu'elle avait disparu, ils ont dû remarquer. Normalement, ils auraient dû remarquer et puis peut-être poser des questions à tout le monde, aux employés, à XY. Là, il n'y a rien du tout. Que du feu. Rien eu, comme s'il n'y avait rien eu. Je me dis, d'accord, ok, donc il a fait des trucs. En plus, ma mère, c'est une femme qui a le sang chaud. Là, maman, il aurait dû se passer quelque chose. Mais rien du tout. Ensuite, une deuxième fois, je fais la même chose. Mais avant qu'il aille faire son truc là, ma mère a commencé à se poser des questions et tout. À poser une petite question, machin, par-ci, par-là. Et là, en fait, je lui dis, bah là, en fait, ça commence à péter un peu ici, machin. Il me dit, ouais, t'inquiète, je vais direct voir mon machin et tout. Et dès qu'il va voir son gars, plus rien. L'affaire s'est terminée là. Donc, elle a essayé donc, la mèche a essayé de s'allumer un peu là. Ma mère a commencé un peu à se poser des questions, essayer de demander un peu, mais attends, moi j'ai mis quelque chose ici, pourquoi, machin. Et après, quand tout le monde a dit, bah on sait pas, ça s'est arrêté là. Genre, elle a pas voulu, alors qu'elle menaçait, elle disait, ouais, voilà, moi je vais appeler la police, etc. Si c'est les employés, je vais virer tout le monde. Plus rien, dès qu'il allait voir son grand là, plus rien. Et après, il y a ses amis qui viennent des fois me disent, mais lui, comment il a fait un garçon banal comme lui, là, comment il a fait pour t'avoir une fille comme ça et tout. Moi, je te dis, fais très attention et tout. C'est ses potes qui disent ça. Fais attention et tout parce que lui, tu sais, il touche à des choses bizarres. Et tout ça. Il va avoir des trucs, des gens qui font des... Il va avoir des marabouts, des gens qui font des trucs mystiques, etc. Moi, je pense que ce mec-là, t'as fait un marabout... Je sais pas comment on dit. Ce mec t'a marabouté pour que tu sois là à lui donner tout le temps de l'argent, etc. Moi, je dis, mais jamais de la vie, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais jamais. Lui et moi, on s'aime, c'est l'amour fou et tout, machin. Il me dit, attends, tu vas voir. Donc, moi, on continue l'amour, on mange l'amour, toi-même, tu sais. Et puis, il est là, toujours en train de me tromper. Hein. Quand je lui donne l'argent, il va jouer, il va s'amuser avec ses meufs et tout ça, là. Moi, je suis là, je pleure. Dès que je veux parler, il me frappe. J'accepte. Donc, j'étais complètement sur mon près du mec. Dès que je veux dire un mot,
C'est comme si, en fait, à chaque fois, il rajoutait un degré sur, sur son maraboutage, en fait, tu vois. J'étais comme un légume. Je sais pas si vous allez comprendre. J'étais un pantin, en fait, voilà. J'étais sa marionnette. Il fait ça, je fais ça. Il fait ci, je fais ci. Tout ce qu'il va me dire, c'est oui, amen. Tout. Et en fait, et puis un jour, en fait, il me dit, écoute, moi, j'aime bien ton téléphone et j'aime bien ton ordinateur, je veux que tu me le donnes. Je dis, mais non, c'est pas possible parce que c'est mon père qui me l'a offert. Euh, Ça va pas être possible parce que si ça disparaît, tout le monde a des ordinateurs à la maison. Si ça disparaît, donc en plus on utilise assez fréquemment et tout. Souvent on est là entre nous, machin, et mon père des fois il me demande pour faire des mises à jour, etc. Tu vois. Donc si ça disparaît, bah ça va directement se savoir et on va vraiment, bah, mes parents vont pas être contents quoi. Il me dit mais c'est ici, donne-moi, t'inquiète et tout. J'ai dit ah ouais t'es sûr, ok. Bon, moi j'invente une histoire. Oui, on m'a volé l'ordinateur dans un bar, je l'avais emmené dans un bar et puis dans la vraie histoire c'était pas un bar, mais vu que l'histoire là est un peu connue aussi, donc j'ai changé un peu certains trucs pour pas être reconnue, tu vois. Donc j'ai dit dans un bar, mais j'avais pas dit dans un bar. Donc voilà, c'était un lieu très fréquenté par le public en fait, où les gens passent beaucoup. Donc voilà, j'ai dit, voilà, on m'a volé, je veux dire un parc, voilà, on m'a volé dans un parc et voilà, je retrouve plus l'ordi, machin et tout. Mon père, il me dit, ok, d'accord, ok. Bon, bah écoute, on a commencé à accuser même les gens, ouais, voilà, c'est un tel qui l'avait porté. Et puis machin, parce que j'avais fait tout un stratagème en fait. Il y avait des gens avec moi, et puis j'avais l'ordinateur, et puis d'un coup je me suis déplacée, je l'ai donné, il est parti, il a pris un taxi, il est parti, tu vois, avec l'ordinateur, et moi je suis revenue, toute la journée s'est bien passée, on m'a vu avec l'ordinateur, et puis d'un coup, pouf, plus l'ordinateur. Et donc du coup, on savait que l'ordinateur avait disparu, parce que moi je suis maligne en plus. L'ordinateur et le téléphone. Et donc, voilà, mon père, il fait un scandale. Ouais, c'est sûr que ce sont un tel. Parce que j'avais des gardes, en fait. C'est l'un des gardes, là, qui, qui a dû prendre l'ordinateur. Je vais licencier tout le monde, machin et tout, machin. On dit, mais non, et tout, t'inquiète pas, et tout, bref. Je dis, mais non, papa, c'est pas grave, ne licencie personne, c'est pas grave et tout. L'ordinateur est parti, c'est fini, laisse tomber. Parce que je voulais pas avoir le licenciement d'une personne sur ma conscience, tu vois. Mais moi, je m'en foutais. Du moment où j'ai fait ce que mon mec m'a dit, le reste, ça, c'est pas mon problème. Je crois même qu'il y a une personne qui a dû aller en prison par ma faute. Vraiment, que Dieu me pardonne. Heureusement, après, la personne est ressortie, mais ça pèse sur ma conscience, en fait. Tu vois, parce qu'il y a des choses vraiment qui ont été faites. Je peux, parce que 10 minutes, c'est pas. Je suis déjà en 10 minutes, c'est pas assez pour tout raconter. Mais c'était vraiment. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Toutes les unes plus graves que les autres, tu vois. Et donc, du coup, cette histoire d'ordinateur. Ensuite, un jour, en fait, mes parents avaient un bar, une boîte de nuit. Et un jour, donc, mon ex, là, avait l'habitude d'aller dans la boîte de nuit de mes parents. Parce que, du coup, bah, j'avais briefé certaines serveuses et il avait l'alcool gratuit. Donc, il pouvait partir là-bas, boire gratuitement. Donc, des fois, il allait avec ses potes. Et il avait passé l'ordinateur que je lui ai donné à son pote. Et son pote était là en train de manipuler l'ordinateur dans le bar de mes parents. Et là, il y a un des gardes qui... parce que l'un des gardes de mes parents, là aussi, travaillait en tant que portier aussi dans le bar de mes parents. Et là, il y a l'un des gardes là qui reconnaît l'ordinateur qui était censé être disparu, auquel on nous avait accusé. Il dit, mais attends, mon petit vient par là. Ouais, mais grand, mais qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Mais cet ordinateur, tu l'as eu où? Non, mais ça... un pote à moi et tout, machin. Mon ex, quand il a vu ça, là, il a pris le taxi, il s'est enfui, il a pris la voiture et il a fui. Et ouais, donc le garde parle au mec et tout, au pote de mon ex en question.
Il dit, mais attends, montre, va dans les photos et tout. Et là, on voit dans les photos, on voit mes photos, les photos de mes parents, genre mes photos de ma vie, en fait, tu vois, parce qu'il avait encore rien supprimé. Et là, il voit ça, il dit, mais attends, c'est toi, t'as volé cet ordinateur la dernière fois. Il dit, non, moi, j'ai rien volé, c'est l'ordinateur de mon pote, là, qui est là. Mais les photos, là, tu connais la fille qui est dessus? Non, je connais pas la fille, mais c'est la fille du propriétaire de cet endroit. Et ceux-là, ce sont eux les propriétaires de cet endroit. Donc, en fait, toi, tu as volé la dernière fois. Il dit, non, 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 mais attends, si j'avais volé, je serais jamais venue avec ici. Je suis pas bête et tout. Je t'assure que c'est pas moi, machin, machin. Le mec, il dit, ouais, c'est pas con ce que tu me dis, mais il faut que tu me donnes, je me remette cet ordinateur. Donc, le mec, il prend l'ordinateur. Il vient chez nous à la maison. Ouais, boss, machin, voilà, l'ordinateur, on a retrouvé ça chez un petit, là, machin, qui était dans le bar, machin, tout ça. Mon père, hyper choqué, il fait, ah, merci beaucoup, machin. Et mon père, il me convoque. Il me dit, voilà, est-ce que tu l'as donné délibérément, donc, de toi-même à quelqu'un? J'ai dit, non, papa, je t'assure, pourquoi j'aurais fait ça? Jamais de la vie. Il me dit, t'es sûr? Moi, je te connais. J'ai dit, bah, justement, moi, je lui ai jamais donné un truc que tu m'as donné, non, 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 non. Parce qu'on était déjà en projet de m'acheter un nouvel ordinateur, tu vois. Donc moi, j'étais déjà passé à autre chose. Et ma mère, elle vient me voir, elle me dit, moi, je sens qu'il y a un truc qui cloche avec toi. Je sais pas c'est quoi. Avant, tu étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, tu n'écoutes plus. Des fois, des choses que tu fais, des fois, je te reconnais pas. Des choses... Des fois, moi, je sens pas, en fait, parce que ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Elle m'a dit, je te sens pas en ce moment, je ne sens pas, je te sens pas briller, je te sens bizarre. Il faut qu'on aille à l'église. Moi, je dis, bah, en plus, moi, j'aime pas prier. Je n'aime pas aller à l'église. Je dis, bon, bah, ouais, mais non, moi, j'ai pas envie d'aller à l'église. Laisse-moi, machin, tout ça. Elle me dit, si, on va aller à l'église. Ma mère me récupère, direction l'église. On prie sur moi, on prie, tout ça. Et là, moi qui suis pas du moins, je suis quelqu'un de très... Je crois pas aux histoires mystiques, etc. Et là, je me mets à pleurer comme jamais. Je me mets à pleurer. Et je sens quelque chose qui sort de mon corps, en fait, tu vois. Je sens... En fait, j'ai eu l'impression que c'était mon âme qui se détachait, mais c'était pas mon âme, en fait. J'ai eu l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est détaché de moi. Je pleure. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens oppressée, je me sens bizarre et tout. Et là, j'ai envie d'aller vomir, j'ai envie de trucs. Enfin, j'avais envie de sortir tout ce que j'avais en moi, en fait. Et là, j'ai vomi, je suis allée aux toilettes, des trucs, vraiment, tout ça et machin. Et je rentre chez moi. Donc, ma mère, elle me fait rentrer à la maison. On rentre parce que je me sentais vraiment pas bien. On pouvait pas continuer la prière. Donc, on rentre. Je dors. J'ai dormi très longtemps. Et quand je me suis réveillée, en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais attends. Mais en fait, comme si j'avais repris mes esprits, tu vois. Là, en fait, j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois-là, en fait? Parce que ça a duré 1 an à peu près, 1 an et demi. Et c'est passé beaucoup de choses. Je t'épargne beaucoup de choses parce que bon, ça va être trop long. Là, déjà, je dépasse, mais voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois, en fait? J'avais tout oublié. Vraiment, même, je me suis même demandé, mais pourquoi je suis avec lui? Il me plaît même pas, il me fait rien de bon dans ma vie. C'est même pas quelqu'un qui est dans la même classe sociale que moi, parce que j'ai oublié de le dire, c'était un mec qui vivait dans les quartiers défavorisés. C'était un mec, on n'était pas du tout du même milieu social. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et là, en fait, je prends mon téléphone, je lui dis, écoute, supprime mon numéro, supprime tout ce que tu as de moi. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Et là, le mec, il est choqué, il est machin. Il me dit, ok, au début, il me dit, ok, d'accord. J'entends dire qu'il est parti, il a voyagé pendant 3 jours. Je me suis dit, il est sûrement parti refaire le truc qu'il m'avait fait là, pour essayer de refaire, parce qu'il a eu l'impression, il a senti que je m'étais détachée. Et en fait, quand il voit que ça ne marchait plus, il essaie de me prendre par la pitié. Il m'appelait en pleurant, il a imploré mon pardon. Tout le monde dans son entourage me demandait pardon, etc. Moi, c'était hors de question. Moi, c'était mort. En fait, j'avais carrément oublié. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi je me suis mise avec lui de 1. Il y a plein
il y a plein d'épisodes de cette relation. Je ne me souviens même pas, en fait, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont passés. Je me souviens même pas de ces choses-là. J'ai oublié plein de choses. En fait, donc, du jour au lendemain, il s'est mis à me dégoûter. J'avais le dégoût. Je pouvais même pas le voir. Et lui, il essayait de me reséduire. En fait, il pensait que voilà, il y avait quelque chose et tout. C'était toujours possible de recréer quelque chose. Mais moi, c'était hors de question. En fait, c'est comme si, en fait, il avait jamais existé dans ma vie, tu vois. C'est comme si je l'avais jamais aimé. Et même, je le détestais profondément, tu vois. Parce qu'il m'imposait le dégoût. Et là, je me suis rappelé de ce que son pote disait. Et je me suis rappelé aussi de ma réaction pendant quand je suis allée prier. Je me suis dit, mais en fait, j'étais serein, j'étais maraboutée, en fait. Et ce que j'ai vomi et la sensation que j'ai eue là, en fait, c'était ces trucs qu'il avait mis en moi qui sont sortis. Et je me suis dit, mais en fait, c'est logique. En plus, c'est quelqu'un qui va chez des gens, chez des marabouts. Il va chez des marabouts. Même quand je faisais les marabouts, là, quand je faisais les incantations pour que euh, les trucs ne puissent pas... quand je prenais de l'argent, que ça puisse pas exploser à la maison, bah, je savais déjà qu'il allait voir des marabouts. En fait, c'était tout simplement des gris-gris qui faisaient, tu vois. Je me suis dit, en fait, je me suis posée, je me suis dit, ah ouais. Donc, en fait, c'était vrai ce que son pote disait. En fait, ce mec, il me faisait du gris-gris, du marabout, enfin, je sais pas comment on dit. Il me faisait des trucs, quoi. J'étais trop choquée et j'ai coupé les ponts direct. J'ai même pas cherché à savoir de midi à 14h ou le revoir pour en parler ou lui poser la question. J'ai direct coupé les ponts. Je me suis dit, je veux plus rien avoir de cette histoire. Moi, je suis une fille, on n'a jamais touché un seul cheveu de ma tête. Le mec me fouettait avec la ceinture, j'ai jamais rien dit. J'étais là, je supportais. Genre, mais n'importe quoi, tu vois. Vraiment n'importe quoi. Alors que moi, je suis une fille, dès que quelqu'un hausse le ton devant moi, mais je te ramasse direct, tu vois. Personne me parle mal. Même mes parents ou ma chambre, personne ne me crie dessus. Et là, on me frappe. Moi, je suis là, oui, c'est bien, continue. Bref, du coup, j'étais hyper longue, je suis désolée. J'espère quand même que tu vas pouvoir écouter cette histoire, que voilà, j'ai pas été trop longue. Excusez-moi tout le monde. En plus, je suis un peu malade. Donc, j'ai plein d'histoires. Je pense que je vais attendre un peu que DMG poste celle-ci avant de renvoyer d'autres. Parce que j'ai pas envie de le bombarder avec toutes mes histoires. Parce que, bon, vous vous doutez bien que, étant d'une famille aisée, il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de... Bref, voilà. Donc, merci à tous. Bonne journée à tous. Et bonne écoute. Merci pour ces histoires. Merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà. Donc, on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.